Eh bien, écoutez, je vais faire l'introduction pour qu'on puisse commencer nos travaux ce matin. Donc, bonjour à tous. Désolé pour un petit retard technique. Ça ne marchait pas dans mon bureau, donc j'ai dû me déplacer au service de la communication, que je remercie d'ailleurs d'avoir organisé, de la DGDBI, d'avoir organisé ce webinaire. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints, hein, qui ont eu cette invitation pour partager cette journée porte ouverte virtuelle avec les services de la direction des affaires maritimes. Donc, je me présente, donc je suis Nicolas Legal, je suis le chef du bureau RH3, donc le chef du bureau de la gestion des carrières et du personnel à la douane. Je suis accompagné, donc vous ne les voyez pas, mais elles sont juste là, donc elles pourront répondre à vos questions. Donc, Elisabeth Nussbaum, qui est la responsable de la cellule nationale d'accompagnement des agents, qui a été créée récemment, et Géraldine Moncalves, qui est la personne qui s'occupe de qui est partie indemnitaire au sein du bureau RH1 et qui pourra effectivement répondre à certaines questions que vous pourrez vous poser. Donc, nous avons un webinaire qui est prévu pour une durée de 2 heures aujourd'hui, avec nos partenaires donc, du ministère de la Transition écologique, donc les services qui accueillent la dame. Juste pour introduire un petit peu, donc nous avons effectivement dans le cadre de la transformation, du transfert d'émissions fiscales, donc prévu, il y a une loi qui prévoit le transfert du DAFN, de la francisation, donc à compter du 1er janvier 2022 au service des affaires maritimes. Et nous avons, dans le cadre de la préparation de ce transfert, signé une convention cadre avec nos partenaires du ministère de la Transition écologique. Et cette convention prévoit justement une possibilité d'accueil d'agents des douanes qui voudraient suivre leur mission donc dans la nouvelle configuration qui va se mettre en place à compter du 1er janvier et qu'on va vous présenter. Donc, il y a des postes qui ont été proposés. Vous avez déjà vu paraître les campagnes de proposition des postes. D'abord, dans un premier temps, sur un centre d'expertise dont on va parler, donc le GUFIP, et ensuite des postes qui vont être offerts dans le réseau des DDTM. Donc, le programme de la matinée, donc, il va être organisé en 3 temps. D'abord, il y aura une présentation du ministère de la Mer et de la Direction des Affaires maritimes par M. Xavier Nicolas qui a pris la parole tout à l'heure. Ensuite, il y aura une présentation de l'offre globale, plus globale encore, des métiers variés qui sont offerts par le pôle ministériel de la transition écologique. Et enfin, nous arriverons sur la partie plus accompagnement RH, process RH, donc de l'accompagnement du transfert, avec donc nos partenaires, donc ceux que j'ai présentés ici pour la douane, et Mme Harley et Mme Renoir, qui pourront répondre aux questions pour la partie ministère de la transition écologique. Voilà, donc et Mme Ilvain qui nous présentera donc le point un peu plus 2 sur les pôles ministériels. Donc j'ai oublié de la citer, excusez-moi, pour la partie métiers variés au sein du ministère de la transition écologique. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer directement la parole peut-être à Monsieur Nicolas pour qu'il puisse présenter le ministère et la direction des affaires maritimes. Et donc, je ne sais pas à quel moment interviendra Madame Terrier. Donc, merci d'être présente pour cette intervention. Effectivement, ça répondra, je pense, à beaucoup de questions de la part de nos collègues qui veulent avoir des précisions sur comment ils pourront être accueillis sur le terrain. Donc, je passe la parole à Monsieur Nicolas pour nous faire sa présentation. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Et bonjour à tous, merci Monsieur Le Gall, merci à tous les participants, puis merci aux auditeurs de cette journée porte ouverte en format numérique. Effectivement, nous avions proposé dès le début de l'engagement de cette réforme de proposer aux agents qui le désireraient de pouvoir avoir un aperçu de ce qu'est concrètement les services dans lesquels nous leur proposerions des postes et nous ouvririons des postes. Je voulais peut-être donc me présenter, Xavier Nicolas. Moi, je suis le responsable de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques à la direction des affaires maritimes du ministère de la Mer. Le service de la direction des affaires maritimes en charge de la conduite de cette réforme de transfert à la fois de la fiscalité dédiée à la plaisance, le DAFN, pour certains d'entre vous, vous le connaissez, de la francisation, mais également de suivre d'assez près, mais sans être en pilotage direct, la réforme des hypothèques maritimes. Voilà, la réforme qui a été engagée, mon propos va tenir en 3 points. Vous présenter le cadre général de la réforme, son univers, d'une certaine manière, la manière dont on l'a conduite au cours de ces 2 dernières années. Je vous présenterai également ensuite le guichet unique dédié à la fiscalité plaisance, grosso modo le pôle ministériel qui sera en charge du droit annuel de francisation et de navigation.
Et je vous présenterai enfin ce qu'est une direction départementale des territoires et de la mer, et en particulier le cadre d'emploi qui sera présenté qui sera ouvert en tout cas aux agents des douanes qui désirent rejoindre les DDTM sur le littoral. Et à cette occasion-là, Madame Terrier, qui est chef de service, qui est cadre A à la direction départementale des territoires et de la mer du Var, vous fera un témoignage concret de ce qu'est la réalité d'un poste sur le littoral dans nos services. Voilà, si cela vous convient, je vais donc commencer par le cadre général de cette réforme. Cette réforme a été initiée par la loi de finances 2020, hein, l'article 184, qui prévoit le transfert des missions de fiscalité dédiée à la plaisance, c'est-à-dire du DFN, puis de la francisation et de tout ce qui en découle au plus tard au 1er janvier 2022, c'est-à-dire dans quelques mois maintenant, voire quelques semaines. Le plus gros des volets de ce transfert, c'était effectivement le transfert du droit annuel de francisation et de navigation, qui est une taxe qui, génère des ressources modestes au regard de ce que la douane est habituée à gérer comme type de collecte, de 50 millions d'euros environ, je schématise, mais qui est importante pour le ministère chargé de la mer et le ministère de la mer tout court, puisque cette taxe est affectée à des politiques publiques qui sont chères au ministère de la mer, des politiques publiques maritimes, en particulier la conservation du littoral, la protection du littoral via le financement du conservatoire du littoral, la filière de recyclage des navires de plaisance en fin de vie. Ce sont autant de sujets pour lesquels j'ai fait des conférences hier et qui portent sur lesquels nos usagers portent une attention très très particulière. Mais également le financement de la Société nationale de sauvetage en mer, donc les bénévoles du sauvetage en mer, et également la collectivité de Corse. Voilà, donc c'est et ensuite par effet domino, effectivement, lorsqu'on transfère le DFN, il y a F comme francisation de DFN, ça génère ensuite le transfert effectivement de la francisation des navires, une réforme plus globale que nous avons engagée également et qui avait du sens. Chacun le sait, plusieurs rapports de la Cour des comptes, des rapports parlementaires dénoncés depuis plusieurs décennies le fait que l'enregistrement, enfin l'immatriculation d'un navire et la francisation d'un navire générait en fait des démarches un peu redondantes pour l'usager et du coup étaient en plus coûteuses pour l'État. Enfin, la francisation étant transférée, vous le savez mieux que nous, agents des douanes que vous êtes, la francisation, c'est également fichier de propriété des navires. Et lorsqu'on transfère le fichier de propriété des navires, derrière cela génère le transfert forcément des hypothèques maritimes qui sont attachées, donc le droit des sûretés qui est attaché à la propriété des navires. Voilà les trois volets de la réforme. Vous ne m'entendez pas, Madame Milvaille? Si, on m'entend, d'accord. Très bien. Donc voilà les trois volets de cette réforme. Avant de présenter le DUFIP et les DDTM, peut-être présenter le cadre territorial également de cette réforme, puisque vous savez que l'organisation territoriale de la douane repose d'une part par le DFN et à la francisation sur des directions interrégionales, en tout cas des services qui sont implantés régionalement. Grosso modo, Toulon, Cannes, Sète, Arcachon, Sables-d'Olonne, Cherbourg, Lorient, je crois qu'il est peut-être à Saint-Brieuc, Le Havre, peut-être là, je ne suis pas sûr. Si. Alors que, et pour les hypothèques maritimes, des recettes des douanes qui ont qui ont en tout cas une autre organisation territoriale. S'agissant de l'organisation territoriale du ministère de la Mer et de notre pôle ministériel, ces missions ont une organisation territoriale qui est départementale. Cela signifie que nous avons donc dû répartir les moyens dédiés et donc notamment les moyens humains, mais également informatique, etc. Nous avons dû les répartir à une échelle territoriale différente de celle dans laquelle vous étiez organisé en douane et passer à une multiplication de services beaucoup plus importante sur le territoire. Et cela peut rapprocher le service du citoyen, en tout cas de l'usager. Ça, c'est un avantage. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, c'est un éparpillement quelque part plus important des moyens. Et c'est quelque chose que nous avons eu à gérer et organisé différemment. En revanche, ça c'est pour les missions liées à la francisation des navires qui seront exercées par la direction départementale des territoires et de la mer, les directions de la mer outre-mer et nos services
des affaires maritimes dans certaines collectivités d'outre-mer qui ne sont pas départementales. En revanche, s'agissant de la mission fiscale, notamment du droit annuel de francisation et de navigation, vous aviez également cette même organisation territoriale, hein, une répartition pas départementale, mais régionale, on va dire, sur certains points du territoire. Nous avons souhaité, là pour le coup, nous avons rapidement pris conscience qu'il y avait une technicité particulière, des compétences à acquérir, un savoir-faire à acquérir également et à entretenir, c'est ça qui est très important également. Et là, pour le coup, autant la francisation se rapproche très vite de la très proche de l'immatriculation. Donc pour la francisation, c'est un métier, je dirais, connu des services à 90%. Quand on immatricule un navire, on le francise aux 3/4 et vice versa. Donc c'est quelque chose qui est connu des services, donc on peut l'éparpiller parce que le savoir-faire est réparti dans nos services. En revanche, sur la mission fiscale, c'est un métier nouveau. On en a parfaitement conscience, que nous acquérons depuis maintenant 2 ans, puisque nous travaillons, Madame de Méry qui est ici présente, nous travaillons au texte réglementaire, législatif, donc on connaît le DFN maintenant dans le détail de son fonctionnement, et nous travaillons à la fois avec la douane et avec la DGFiP. Mais néanmoins, nous avons pris le choix assumé de ne pas répartir ces compétences sur l'ensemble du littoral, sur l'ensemble des départements littoraux, et de le concentrer en un guichet unique, de telle sorte à ce que nous acquérions ces compétences, nous soyons en capacité de les entretenir et avoir un service qui a une masse critique suffisamment importante pour pouvoir faire face à cette réorganisation et à mettre en place un service au fonctionnement satisfaisant. La ministre de la Mer a décidé d'installer ce guichet unique en un point unique qui sera à Saint-Malo, dans des locaux qui sont disponibles, en tout cas sur lesquels nous avons un plateau immobilier suffisamment important pour y installer une vingtaine d'agents. Et surtout un guichet qui est un service qui sera à proximité de tous nos services informatiques. Je crois que les vôtres en douane sont du côté de Toulouse, les nôtres sont tous à Saint-Malo, et ça mettra ce service dédié à la fiscalité plaisance à côté de notre service national informatique, à côté de nos bases de données, et c'est quelque chose qui est plutôt rassurant en termes de robustesse du service à créer. Voilà pour l'esprit général de la réforme. Si le secrétariat général veut y apporter un complément, sinon je passe à la présentation du guichet unique. D'accord. Donc je vais vous présenter dans un premier temps le guichet unique, le GUFIP, ce que nous appelons donc le guichet unique de fiscalité plaisance, qui est un service dédié à la gestion du DFN tel qu'elle était. Ce DFN était géré dans vos services des douanes. C'est un service qui sera composé de 23 agents, avec à sa tête un chef de bureau. Et c'est un service qui dépendra directement de la direction des affaires maritimes, donc ce sera un service d'administration centrale. C'est le côté original, ou en tout cas de cette réforme, c'est-à-dire que nous avons décidé d'implanter un service d'administration centrale, mais ça existe dans d'autres administrations et également en douane, dans une ville de province, et la raison pour laquelle donc ce service sera rattaché directement au directeur des affaires maritimes via le chef de la mission plaisance, et aura les attributions d'un service d'administration centrale rattaché à la ministre de la Mer. Saint-Malo abrite déjà un autre service d'administration centrale, hein, ce qu'on appelle notre département des systèmes d'information. Donc le service informatique de Saint-Malo est également un service d'administration centrale, et ces deux services-là sont dans les mêmes bâtiments historiques que certains agents des douanes connaissent, du quai de Solidor à Saint-Malo, à partir de Saint-Servant, partie historique de Saint-Malo, mais pas dans l'intramuros. Ce GUFIP sera donc dirigé par un chef de bureau qui sera lui-même assisté de 2 adjoints chefs de bureau, et qui piloteront chacun un sous-service de ce guichet unique. Et chacun de ces 2 services, l'un d'entre eux, services qui sont conçus selon à peu près les mêmes normes que pas mal de services de la DGFiP, de service financier de Bercy, un premier pôle qui sera dédié à la production fiscale, et ce que nous appelons le pôle de gestion fiscale, et qui sera composé d'une dizaine d'agents plus le chef de pôle, et dont le chef de pôle, et c'est donc un pôle qui sera
chargé du lancement de la campagne, de la liquidation, du paramétrage, des tests, des paramétrages de campagne, de la communication vers les redevables, la gestion des réclamations fiscales liées au paiement en ligne, le suivi comptable et financier, la gestion et le suivi de l'émission des titres de perception, la gestion des sociétés de crédit bail, puisque nous avons souhaité un petit peu comme vous le faisiez également en douane, sur un guichet VIP, j'ai envie de dire, aux sociétés de crédit bail qui représentent pour certaines d'entre elles plusieurs milliers de navires. Donc évidemment, on va leur créer un portail d'accès dédié et particulier. Puis bien sûr, le suivi de la répartition aux affectataires, c'est très important. Le second pôle, c'est un petit peu ce qu'on appelle le service après-vente. Hein. C'est le pôle contrôle, expertise, prospective, avec un chef de pôle également, adjoint au chef du bureau, et qui sera chargé d'une part des missions de contrôle, d'expertise, de prospective, hein, le contrôle, le contentieux notamment, on sait qu'il y en a, on sait que le DFN génère pas mal de contentieux, on l'a appris à vos côtés, et donc voilà une dizaine d'agents également dans ce pôle qui seront chargés à la fois du contrôle sur pièces, du contrôle de second niveau, ce qu'on appelle notamment le DFN Corse, le droit de passeport, la francisation, les éléments de francisation qui peuvent ensuite comment dire, avoir des conséquences sur l'assiette, l'instruction des procédures de pénalité et de sanctions, le contentieux et le précontentieux, puisque la DGFiP prendra en charge le recouvrement, mais c'est nos services qui prendront en charge le contentieux. Et puis l'appui au DDTM, une forme d'expertise métier, puisque les DDTM seront chargés de la francisation, gérons cet enregistrement des navires, ça a des conséquences fiscales et il peut y avoir un certain nombre de questions que peuvent se poser nos services sur le littoral et nous mettrons en place un service d'appui aux directions départementales puisque pour que les agents qui se posent des questions puissent trouver des réponses auprès de spécialistes de la fiscalité plaisance. Voilà. C'est également un service qui sera en charge de la politique de contrôle, en tout cas pas de faire du contrôle en mer, hein, bien sûr, mais de coordonner le contrôle en mer, de donner des instructions, de donner, le cas échéant, des objectifs de contrôle à nos propres agents, nos propres services, hein, bien sûr, les affaires maritimes, mais également aux autres services qui seront également compétents pour continuer à faire du contrôle en mer, que ce soit des agents des douanes, des agents de la gendarmerie, des agents maritimes ou départementales, dans le cadre normal de leurs activités, pourront tout à fait contrôler des navires, vérifier le titre de navigation du navire, et effectivement, si le navire a un titre de navigation avec un moteur de 200 chevaux et que finalement, au pré-constat, il en fait 600, évidemment, c'est pas tout à fait la même assiette. Et donc, ce constat permettra au service de chargé du contrôle de transformer ce procès-verbal de défaut de titre de navigation quelque part en procédure fiscale. Et puis, évidemment, dans ce second pôle de contrôle d'expertise prospective, un service qui sera chargé d'analyse et de prospective et notamment répondre à toutes les questions que peuvent se poser les parlementaires ou les services de l'affaire ou les autorités ministérielles. Je veux changer l'assiette, je veux changer les taux, qu'est-ce que ça va donner comme rendement, etc. Donc, et puis appuyer à chaque loi de finances les différentes réformes qui peuvent se présenter. Voilà, donc ce guichet unique de la fiscalité plaisance sera doté, je le disais, de 23 agents, sur lequel, dans le cadre du protocole, l'accord cadre qui lie nos deux ministères, nous y accueillerons évidemment des agents des douanes qui le souhaitent, agents des douanes soit restructurés, soit non structurés, mais sur lesquels nous comptons sur une expertise, notamment en termes de gestion, ou soit de contrôle, soit de gestion fiscale. On sait que beaucoup de compétences, de très bonnes compétences sont disponibles en douane et effectivement, nous avons reçu un certain nombre de candidatures. Et si d'autres agents des douanes le souhaitent, nous les recevrons très volontiers en visio pour j'allais dire une audition, non, pour un entretien plutôt, et évaluer la motivation, ce qui motive à la fois ce changement de métier, en tout cas de maison, passer de douane vers ce guichet unique relevant du ministère de la Mer, mais également la motivation liée à un changement de résidence, etc., puisque ce sera à Saint-Malo et que des agents des douanes de tous horizons peuvent être amenés à être candidats à ce type de poste dans le GUFI. Voilà. En tout cas, nous accueillons les agents des douanes de bras ouverts. Nous avons une politique de bienveillance, évidemment de performance également des services que nous allons créer, puisque ce transfert nous oblige et nous oblige tous vis-à-vis des usagers. Il faut que cette réforme soit réussie. C'est ce à quoi nous travaillons depuis
maintenant 2 ans et main dans la main avec l'administration des douanes, à la fois avec Monsieur Le Gall sur la partie RH, mais également avec la partie métier, hein, la sous-direction F que nous connaissons bien, et avec qui nous travaillons au quotidien, pas plus tard qu'hier soir encore, au téléphone, et notamment pour un autre chantier qui est législatif, réglementaire et informatique, puisque nous développons les outils informatiques qui permettront également de moderniser, de simplifier les démarches des usagers, et notamment à travers un portail que nous appelons démarche plaisance, et qui permettra le télépaiement, mais également la télédéclaration quelque part de l'usager à terme, c'est-à-dire qu'en fait l'usager, un petit peu comme impôt.gouv.fr, auto-liquidera à terme son DAFN et générera lui-même quelque part pas l'avis de paiement, mais en tout cas la possibilité de payer en ligne son DFE. De la même manière, nous développons pour les directions départementales des territoires de la mer, et ça fait une très bonne transition, les outils qui permettront également à ces services d'enregistrer les navires par la partie immatriculation, mais également francisation, à partir d'une application qui sera unique et le plus automatisée possible. Et le cas échéant, nous l'espérons, que les plaisanciers pourront faire depuis leur domicile également en démarche en ligne. J'en ai terminé par la partie du FIP. Peut-être que Madame Deméric, si vous voulez ajouter quelque chose, puisque c'est vrai que vous avez largement œuvré, travaillé construction de ce service, que vous connaissez dans ses moindres recoins et les moindres boulons, j'ai envie de dire, qu'ils soient administratifs, qu'ils soient réglementaires ou qu'ils soient en termes de ressources humaines. Sur la présentation du nouveau service, ça me semble très très complet. Peut-être juste une précision sur le DAFN. Juste préciser que la réglementation concernant le DAFN, on va dire dans le sens de la taxe elle-même, ne va pas évoluer, c'est-à-dire que les taux restent inchangés, qui est redevable reste inchangé. Donc la taxe reste la même. Par contre, une évolution est apportée sur les modalités de recouvrement. Donc là, on a créé une phase de recouvrement amiable qui se fait en ligne. On a beaucoup dématérialisé la procédure. Et donc, il y aura une seconde phase de recouvrement, enfin, recouvrement forcé, donc pour les retardataires. Et là aussi, la phase est relativement automatisée. Donc, c'est la DGFiP qui va s'occuper de cette phase. Et les échanges entre nos services et les services de la DGFiP vont se faire via une interface Chorus. Donc, globalement, tout sera automatisé. Et donc, voilà, pour dire que on a quand même essayé de réduire au maximum toutes les phases de saisie un peu rébarbative, ce genre de choses-là. Ce qui n'empêche pas qu'il faudra mettre en place des échanges entre les services du comptable et les services donc du GUFIP. Voilà pour cette présentation. Et globalement, beaucoup de dématérialisation aussi pour l'usager, donc des démarches facilitées pour lui aussi. Voilà. Merci Madame Deméric pour ces précisions. Précisions importantes, effectivement, elle a parfaitement raison. Cette réforme du DFN, il y a un transfert, mais effectivement, nous, un arbitrage de Matignon important a voulu que, et c'est normal en termes de stabilité pour les usagers, que cette réforme se fasse à droit constant, c'est-à-dire à taux, assiette constante, en tout cas pour l'usager, c'est-à-dire que cela doit être transparent, en tout cas dans la mise en œuvre de cette réforme en 2002, pour l'usager qui devra payer le même DFN en 2022 qu'en 2021. C'est un point important. Après, derrière, on a essayé de moderniser, mais effectivement, le Conseil d'État est très vigilant au fait que nous transposions le code des douanes dans le futur code de la fiscalité indirecte à droit constant et sans modification substantielle. Sinon, ce n'est plus du transfert, c'est de la transformation et ce n'est pas l'exercice qui nous a été demandé. En revanche, on nous a autorisé à moderniser. Voilà pour ce GUFIP. Je vais peut-être passer maintenant à la francisation. Donc, effectivement, lorsqu'on transfère le DFN, cela implique de maîtriser la démarche de francisation d'un navire. Démarche de francisation d'un navire dont je ne vais pas vous l'apprendre, donc qui relève du Code des douanes également, et qui implique
au moins deux choses. C'est l'inscription d'un navire sur un fichier de propriété, en tout cas, et une seconde chose, c'est l'attribution du pavillon français, ou en tout cas le droit de battre pavillon français. Ce sont les deux conséquences importantes que génère cette francisation. Et après, il y a d'autres considérations incidentes, hein, fiscales, c'est-à-dire que c'est la démonstration que le bateau a bien été importé dans les règles de l'art, etc. Mais là, on n'est plus dans vraiment la francisation, ce sont les conséquences incidentes. Donc, nous, de notre côté, nous immatriculons également les navires. Et globalement, honnêtement, quand on immatricule un navire, on le francise, on demande à 90% à peu près les mêmes pièces, ce qui permet d'identifier le propriétaire, ce qui permet d'identifier les caractéristiques du navire, les adresses, etc. Et donc, il y avait une certaine forme de redondance. Dans la réforme que nous avons entreprise, il s'agit effectivement de transférer tout ce qui est relatif à la francisation des navires dans le Code des transports, et nous réformons du coup, en une réforme on en fait deux. On réforme non seulement la francisation des navires, mais également l'immatriculation des navires, pour faire cesser cette redondance. Et là, lorsque je parle de navire, c'est tout navire. Il ne s'agit pas que des navires de plaisance, comme il s'agissait du GUFIP. Donc, nous procédons à une réforme de simplification de tous les types de navires, et nous faisons converger les deux démarches de francisation et d'immatriculation en une démarche unique qui s'appellera l'enregistrement du navire. Et effectivement, là où on demandait dans deux services peut-être 25 pièces, c'est-à-dire d'un côté 12 pièces et de l'autre côté 13 pièces, ben, effectivement, on n'en demandera plus que 13 ou 14 justificatifs. Je donne des chiffres mais qui ne sont pas tout à fait ceux de la réalité, mais en tout cas, voilà, c'est presque la moitié, puisqu'en fait, on va diminuer toutes les demandes redondantes qui sont faites aux usagers. Et ce sont des métiers qui sont à peu près cohérents, qui sont connus chez nous et sur lesquels vous aviez effectivement une spécialité. Et il était relativement connu que notre fichier navire était plutôt assez bien fait, j'ai envie de dire techniquement, parce que nous sommes une administration de la sécurité des navires, etc. Et qu'en revanche, votre fichier navire en douane, dans DANI, était beaucoup plus robuste que le nôtre, en revanche, sur la qualité relative aux propriétaires des navires. Donc, notre fichier nominatif est meilleur que le nôtre, et ne serait-ce que pour une bonne raison, c'est qu'un certain nombre de mutations de propriété étaient signées en douane et pas toujours aux affaires maritimes. Et c'est la raison pour laquelle ces deux fichiers vont également converger en un seul. On a un gros travail de reprise de données en un seul fichier maritime, et qui sera effectivement à terme partagé entre affaires maritimes, douane, y compris d'ailleurs gendarmerie, puisque nous le mettrons à disposition. Notre organisation territoriale, là, pour le coup, est différente de celle du GUFIP, et différente de celle des douanes, et donc c'est une compétence qui est exercée par le préfet de département, puisque l'enregistrement d'un navire est une compétence du préfet de département, et par délégation du préfet de département, c'est le directeur départemental des territoires et de la mer dans les départements côtiers qui procède à l'enregistrement des navires, et un certain nombre de directeurs départementaux des territoires pour les bateaux de plaisance fluviale. Et là, c'est un autre exercice. Et donc, les directions départementales des territoires de la mer exerceront ces compétences, et de la même manière, des postes seront ouverts dans les directions départementales des territoires et de la mer qui ont un besoin de TP supérieur à 1, et ce qui permet d'y affecter un agent des douanes qui souhaite suivre le métier qu'il exerçait. Et là, pour le coup, c'est un exercice un tout petit peu différent de celui du GUFIP, puisque l'idée, c'est effectivement de permettre, en tout cas d'offrir à la Direction générale des douanes un bouquet de postes aussi large que possible, et qui permettent à des agents qui sont actuellement en poste en douane de suivre le métier qu'ils exercent actuellement au plus proche de chez eux, globalement traverser le trottoir si cela est possible, et si cela est désiré également. Donc il n'y a pas d'obligation, et c'est ce à quoi également nous sommes engagés vis-à-vis de la Direction générale des douanes, d'offrir au maximum de ce que nous pouvions, et en fonction de notre organisation territoriale, la possibilité aux agents des douanes de suivre leur métier au plus proche de chez eux, donc à Toulon, à Sète, Arcachon, Sable d'Olonne, Lorient par exemple, Cherbourg. On a cherché à ouvrir des postes partout où cela était possible, et avoir des besoins exprimés en ETP plein partout où cela était possible, où des agents des douanes étaient présents et restructurés.
Ce qui vous a été présenté jusqu'à présent, on a toujours dit que c'était un transfert de mission aux affaires maritimes. C'est important que vous sachiez, et après je laisserai peut-être Mme Terrier faire sa présentation, c'est qu'une direction départementale des territoires et de la mer, c'est pas, ça contient les affaires maritimes, mais c'est un ensemble qui est beaucoup plus large, quelque part. Donc effectivement, les affaires maritimes sont dans les directions départementales des territoires et de la mer, mais une direction départementale des territoires et de la mer a des missions qui sont beaucoup plus larges. Alors, je vous reprends que par exemple, j'ai regardé l'organisation de la direction départementale des territoires et de la mer du Var. J'essaye de ne pas trop dire de bêtises, mais il y a un service agriculture et forêt, un service eau et biodiversité, un service habitat rénovation urbaine, un service gestion de crise, transport, sécurité routière, un service planification et prospective, tiens, un petit peu comme notre GUFIP, un service urbanisme, et un service, effectivement, mer et littoral. D'autres directions départementales, en fonction du territoire et des besoins du préfet, ont des organisations légèrement différentes, mais globalement, les directions départementales des territoires de la mer sont organisées autour de ces grands pôles. Hein, par exemple, certains d'entre vous peuvent être en Morbihan, c'est à peu près pareil. Hein, il y a un service en Morbihan, un service activité maritime, un service aménagement mer et littoral, un service eau, nature et biodiversité. Je suis un peu exhaustif, mais ça vous permet d'avoir ce bouquet de services qui seront vos collègues hein, demain, qui seront dans l'étage du dessus, du dessous, etc. Donc un service eau, nature et biodiversité, un secrétariat général évidemment, service urbanisme, habitat, prévention des risques, accessibilité, construction, économie agricole. Voilà. Donc voilà, on est dans une direction qui a un bouquet de métiers qui est très très large, qui peuvent s'exercer, qui s'exercent par des agents qui ont à peu près le même statut, et quelque part, bon, sans doute pour certains des parcours de professionnels un peu différents. C'est vrai qu'on ne passe pas forcément de l'économie agricole à l'urbanisme de manière tout à fait naturelle, mais en tout cas chacun bâtit son parcours professionnel, son expérience, et les agents peuvent postuler d'un service à l'autre. Il n'est pas rare d'avoir, nous, par exemple, dans les services dans lesquels vous serez peut-être appelé à exercer demain, c'est-à-dire si vous êtes désireux de franchir le pas, dans nos services plaisance, il n'est pas rare d'avoir des gens qui viennent de la sécurité routière ou de l'urbanisme et qui ont fait le choix de changer d'étage et de passer de passer vraiment dans le mer et littoral et spécifiquement dans la plaisance. Et je vais d'ailleurs peut-être céder la parole à Mme Terrier, qui est un exemple vivant de ce type de transfert, puisque Madame Terrier était auparavant en administration centrale, il n'y a pas si longtemps que ça, elle était chef de bureau. Elle s'occupait essentiellement d'eau et de biodiversité, je crois, c'est un peu ça, mais pas de mer au sens plaisance, usager de la mer au sens affaires maritimes. Et elle a pris ses fonctions récemment à la direction départementale des territoires de la mer du Var, effectivement, dans le pôle affaires maritimes, j'ai envie de dire, et plus spécifiquement, en plus, celui dédié à la plaisance. Et nous avons été très heureux de l'accueillir et elle constatera, elle pourra témoigner également auprès de vous que généralement, les conditions d'accueil sont satisfaisantes et on a à cœur d'accueillir les nouveaux arrivants. Madame Terrier, je vous laisse la parole, ce sera peut-être beaucoup plus concret ce que vous direz que ce que j'ai pu apporter. Merci, Monsieur Nicolas. Je confirme l'accueil en DDTM. C'est vraiment une très bonne ambiance pour y travailler. Je suis très heureuse. Donc, j'ai préparé un PowerPoint pour que vous puissiez suivre. Voilà, Madame Bismuth va vous l'afficher. Voilà, il n'y a que quatre diapos. Voilà, c'était. Alors, vous allez retrouver. Alors, je ne sais pas si on peut mettre en grand écran. Vous allez retrouver une partie des éléments qui sont dans la fiche de poste. Mais voilà, je voulais vous présenter plus globalement l'environnement du poste en DDTM et son contenu avec une analyse un peu plus du travail au quotidien. Voilà, donc c'est l'exemple de la DDTM du Var qui est basée à Toulon. C'est un poste donc au sein du service mer et littoral, comme vous disait Monsieur Nicolas, qui est chargé d'exercer l'action de l'État en mer et sur le littoral à l'échelle du département. Donc, c'est-à-dire porter et mettre en œuvre les politiques publiques qui concernent la gestion du domaine public maritime, c'est-à-dire depuis la plage jusqu'à 12 000 nautiques, à peu près 22 km en mer, sont les eaux sous juridiction nationale. Et sur lesquels on travaille sur la protection de l'environnement marin, la gestion de la pêche, les activités. Alors, c'est conquiliculture qui est inscrit, mais c'est les cultures marines en général. Et donc, l'encadrement des activités maritimes, la gestion des marins professionnels. Et on a aussi des missions de police
Donc, on opère la police en mer et on contrôle les travaux et les activités maritimes, que ce soit sur l'usage du plan d'eau, par exemple, quand il y a des manifestations sportives, mais aussi la préservation des ressources, donc par exemple la lutte contre la pêche illégale, les activités de bain de mer, tout ce qui est, on contrôle par exemple les concessions qui sont données sur ce domaine public maritime aux communes pour y installer des activités de matelas, parasols, restaurants, des concessions de plage en fait. On contrôle les travaux en lien avec l'érosion qui sont faits comme par exemple l'installation de digues, les infrastructures portuaires, les installations de mouillage pour la plaisance par exemple, pas uniquement. Et notre service a aussi une particularité, c'est qu'il assure le fonctionnement de la capitainerie du port de Toulon-La Seine, qui est un grand port. Voilà, donc ça, je ne sais pas si vous, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est clair? Oui, d'accord, merci. Fort et clair. Donc voilà, vous voyez que ce sont des missions, en fait, une DDTM, une direction départementale des territoires et de la mer, c'est une direction départementale interministérielle. Et donc, voilà, on applique à la fois les politiques du pôle ministériel qui est constitué par le ministère de la mer, le ministère de la cohésion des territoires, le ministère de la transition écologique, mais aussi l'intérieur, l'agriculture. Voilà, donc notre service dans le Var, comme vous en doutez peut-être, avec la forte activité sur la plaisance, mais tout l'ensemble de ces activités que je viens de décrire font que nous avons une cinquantaine d'agents, en fait 49 agents plus 4 à venir dans le cadre de la réforme de la francisation, qui sont répartis dans 6 bureaux plus 4 chargés de mission qui vont travailler sur la transversalité des sujets, c'est-à-dire les sujets qui concernent par exemple à la fois les problématiques du domaine public maritime du littoral et puis les activités maritimes. Finalement, tout est très relié. Et on a également des moyens nautiques, c'est-à-dire qu'on a 2 vedettes et 2 semi-rigides, puisqu'il y a à la fois une unité des affaires maritimes qui est chargée de la police et puis des plongeurs qui vont contrôler sur place les travaux. Donc, si on passe, s'il vous plaît, au deuxième slide, je vais descendre donc pour arriver progressivement au poste d'instructeur enregistrement des navires et gestionnaire des procédures activités maritimes. Alors, à l'intérieur du service, donc, il y a un bureau spécifique pour les activités maritimes. Donc, ce bureau, au sein de la DDTM du Var, on a une particularité, c'est-à-dire qu'il gère un pôle interdépartemental d'immatriculation de la plaisance. Puisqu'on est un des premiers départements français en plaisance, on a regroupé pour plus d'efficacité l'immatriculation des navires avec les 2 départements voisins, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes, au sein d'un pôle interdépartemental dont le chef est à côté de moi, Grégory Gachon. Et ce qui fait qu'on traite à peu près 25 000 demandes par an. Ce bureau des activités maritimes, il organise aussi les permis de plaisance, 6 600 par an. Alors avec aussi une réforme à venir dans quelques mois qui va nous permettre d'organiser différemment le travail sur les permis de plaisance. Mais aujourd'hui, on a à la fois l'organisation des sessions et la complétude, par exemple, des dossiers des participants et la tutelle des bateaux-écoles, donc pour vérifier qu'elles respectent bien, quand elles font passer un permis, les modalités pour que ce permis soit valide. On suit également au sein de ce bureau les manifestations nautiques. Donc, par exemple, il y en a beaucoup dans le Var. Hein, ça, je peux témoigner pour y avoir passé l'été. Les manifestations sportives à la voile, à la nage, au canoë, tout ce que vous voulez. Et tout ça, c'est des autorisations administratives derrière. Et ça rend le travail très concret. C'est assez sympa. Mais aussi un côté plus environnemental sur, par exemple, rechercher les propriétaires de navires abandonnés pour gérer les épaves. Donc ça se fait au sein de ce bureau. Ça, c'est plus pour la partie plaisance. Et puis, on a aussi dans ce bureau toujours le suivi de la navigation professionnelle. Alors, pour le coup, c'est uniquement à l'échelle du Var. Une gestion de proximité des gens de mer avec le partenariat avec la direction interrégionale de la Méditerranée. Donc ça va être un travail d'enregistrement des navires également
mais aussi d'enregistrement des contrats d'affrètement des navires, de contrôle d'attribution de permis d'armement. Et puis aussi, il y a une activité pêche, même si elle est moins importante peut-être chez nous que dans d'autres régions, mais il y a des obligations déclaratives qui font qu'on est en lien avec les pêcheurs, comme par exemple, ils nous remettent leurs journaux de pêche, on leur attribue des bagues pour marquer les poissons. Et aussi, on a un rôle d'organisation des élections professionnelles, et là, il va y en avoir cette année. Donc, ce bureau, lui, représente pour l'instant 9 agents, donc plus 4 à venir pour le renforcer dans le cadre de la réforme. Et puis, donc, le diaporama suivant, la diapo suivante, plutôt, je vous présente vraiment le travail proprement parlé, merci Julie, de l'instruction enregistrement des navires et gestionnaire de procédures des activités maritimes. Voilà, donc, alors, je vous parlais tout à l'heure du pôle interdépartemental Plaisance, donc au sein de ce bureau activité maritime. Alors, ce pôle, donc, il a un responsable, Grégory, et 4,6, parce qu'on se partage le travail, 4,6 ETP à proprement parler d'instruction. Donc plus un soutien à venir de 4 personnes dans le cadre de la réforme. Et on est aussi, puisqu'on a vraiment une forte activité, on a aussi pu obtenir l'aide d'un service civique. C'est quelque chose qu'on essaye d'explorer pour à la fois maintenir, donc mettre en œuvre cette réforme de dématérialisation des démarches administratives, tout en gardant une qualité de lien avec les usagers. Donc, c'est vraiment la définition du rôle d'un service civique, et donc on expérimente un peu l'appui d'un service civique dans ce domaine. Alors, le poste, on le voit, donc bien sûr majoritairement donc, sur l'enregistrement des navires de plaisance et professionnels. Et puis, on estime que pour varier un peu aussi, bon, il faut prévoir un appui aussi parce qu'on a une activité qui peut être variable en fonction de l'année, en fonction de la saison. On prévoit qu'il y ait aussi un appui aux autres activités du bureau sur le permis de plaisance ou l'accompagnement des professionnels et des usagers. Et donc, globalement, la majeure partie du poste, donc c'est l'enregistrement des navires de plaisance et professionnels. Donc, ça va être à la fois de l'accueil physique et téléphonique, du traitement de courriel, de la gestion administrative, des interactions donc avec le guichet unique de la fiscalité plaisance. Et puis aussi, un point qui est important, c'est important, je veux dire, sur le fond. Après, ça n'aura peut-être pas beaucoup de temps, mais c'est le côté amélioration continue du poste. Et donc, on aura l'occasion de faire des points sur au retour d'expérience, puisque la base de données, j'imagine, évolue. Donc, on aura l'occasion de vous demander des retours d'expérience sur votre travail pour améliorer au maximum l'expérience des usagers et la vôtre aussi, votre travail au quotidien. En tout cas, au quotidien, voilà à peu près comment ça se passe. Donc, le matin, on reçoit le courrier papier, et ça peut être jusqu'à 100 dossiers en saison. On reçoit aussi des douanes. Alors ça, évidemment, ça va changer une navette, donc avec d'autres types de dossiers, plus des messages électroniques, bien entendu. Donc, sur le courrier papier, donc la première action, c'est de l'enregistrer pour pouvoir trier suivant les priorités, puisque suivant les démarches, il y a des délais impératifs. Donc, par exemple, pour les premières immatriculations, on les traite en moins d'1 mois. Donc, ça prend un certain rang de priorité automatiquement dès la réception. Encore plus urgent, il y a le travail pour les professionnels de la plaisance, pour lesquels on essaye vraiment d'avoir un minimum de délai, c'est-à-dire 15 jours. Et pour ce faire, on se répartit le travail entre différents instructeurs afin que chaque instructeur soit référent pour certains professionnels bien dédiés. Alors pour l'instant, on a partagé par département.
Et donc ça, c'est vraiment la première priorité finalement des dossiers que l'on traite. Et puis, il y a les autres dossiers qui se retrouvent dans une bannette où les agents piochent les dossiers à traiter une fois les priorités gérées. Donc ça, c'est le travail d'instruction administrative à proprement parler. Donc ça va des dossiers, donc je parlais de première immatriculation, mais il y a aussi donc tout ce qui est mutation de propriété, motorisation, changement de port, enregistrement. Tout ça, en tant qu'agent des douanes, je pense que c'est des choses que vous connaissez. Donc en plus, nous, on avait la spécificité de délivrer les titres de navigation et les duplicata, les certificats de radiation. Voilà. À côté de ce travail de gestion de mise à jour de la base de données et d'instruction, donc il y a, pour l'améliorer aussi, les rendez-vous avec les professionnels. Donc c'est uniquement les professionnels qu'on continue à recevoir physiquement au bureau. Donc chacun ou chacune groupe ses rendez-vous. En général, ça correspond à peu près à une demi-journée sur la semaine. Et puis, on assure aussi, alors c'est plus à destination des particuliers, une permanence téléphonique. Alors, c'est 2 heures par jour pendant 4 jours, a priori. Enfin, pour le moment, c'est le rythme qu'on arrive à mettre en place. Donc, c'est partagé aussi entre les instructeurs. Et puis, en particulier, en ce moment, on essaye de le confier à notre service civique pour justement dégager du temps d'instruction pour les instructeurs. Et une petite particularité qu'on a aussi pour faciliter l'accueil des usagers, on a mis en place une borne à l'accueil de notre direction, une borne qui permet aux usagers de faire leur démarche en ligne depuis la borne. Ils ont accès directement au portail démarche Plaisance. Et on les accompagne dans cette démarche, voilà, pour leur apprendre à travailler, enfin, pour apprendre à faire eux-mêmes la démarche de façon dématérialisée et gagner du temps et nous faire gagner du temps à nous et aussi gagner du temps pour eux, puisqu'il y a des démarches qui, pour nous, vont pas être prioritaires, donc vont prendre peut-être plusieurs mois et que l'usager peut faire en 20 minutes de façon dématérialisée. Donc, on essaye de pousser cette dématérialisation avec l'aide notamment du service civique. Et voilà, donc j'avais juste un dernier slide pour vous présenter vraiment les particularités donc, du poste, enfin ce qu'on voit comme enjeu dans ce travail. Donc, c'est à la fois continuer l'accueil physique des professionnels. C'est important en termes d'économie locale, c'est important de garder cette relation avec eux, autant pour eux que pour nous. Mais voilà, ça peut être limité dans la semaine à environ une demi-journée. Il y a une permanence téléphonique à partager. Pareil, on essaye de la confier à notre service civique, mais c'est à prévoir quand même de se le répartir. Donc, c'est vraiment, quand je parle de répartir le travail, du coup, ça montre que c'est vraiment un travail d'équipe entre tous les instructeurs et tout le pôle interdépartemental. Et il y a une ambiance sympa, je vous confirme. Donc, c'est appréciable voilà, quand on partage le travail. C'est une activité soutenue en saison estivale, puisqu'on parle de plaisance, et on voit vraiment le nombre de dossiers à partir du mois de mai monter. Voilà. Donc, il y a vraiment une saison, une haute saison. Le télétravail est possible, puisque la base de données est consultable par Internet et modifiable par Internet avec l'appli Cerber. Et puis, il y a une formation continue qui est prévue, donc qui est organisée par la DAM, puisque c'est un outil qui est en perpétuelle amélioration. Et voilà, donc même si ce qui est important pour nous, c'est votre habilité à travailler avec des outils informatiques et bureautiques, mais voilà, il y a une formation continue qui est prévue pour s'adapter aux évolutions de la base de données. Voilà, et ce qui est important comme qualité, vous voyez, c'est de la polyvalence, puisque finalement, il y a différents types
de tâches, et puis il y a beaucoup d'activités finalement qui se regroupent dans ce bureau. C'est d'être organisé, puisque, comme je vous disais, on traite vraiment des milliers de dossiers, donc, et c'est important de retrouver chaque usager, chaque demande dans tous ces dossiers. Bon, on a mis en place des outils pour ça, mais voilà, c'est important de bien les maintenir. Et puis aussi, la pédagogie, c'est important parce que voilà, pour maintenir le lien avec les usagers qui sont un petit peu déstabilisés par le fait qu'on les reçoive plus physiquement, porte ouverte, en tout cas pour les plaisanciers comme on le faisait il y a quelques années. Donc, on les a au téléphone, et voilà, c'est important de faire de la pédagogie, de leur expliquer ce qui manque dans leur dossier, etc., pour qu'on ne peut pas leur répondre tout de suite, ce qu'il faut qu'ils fassent, etc. Donc, c'est un point sur lequel on a insisté dans la description du poste. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour, et nous tenons à disposition pour vos questions. Merci. Merci beaucoup, Madame Terrier, pour ces éléments qui traduisent un vécu et la réalité effectivement de nos services. Hein. C'est une réalité de terrain, et ça nous paraissait important de la partager avec vous. Vous avez bien compris donc qu'en réalité, il y a deux réalités différentes. Le GUFIP, hein, où je pense que personne ne pourra dire qu'il était l'un avant l'autre, parce qu'en fait, tout va se créer là au mois de janvier, enfin entre le mois de décembre et le mois de janvier prochain. Donc, le GUFIP à Saint-Malo, c'est une équipe qui va se construire, qui va se constituer, et ça, c'est un élément très important. Alors que dans les directions départementales, c'est intégrer une équipe existante qui a vécu, qui a un passé, que vous connaissez en général d'ailleurs, parce que la plupart des douaniers et des agents des affaires maritimes échangent quasi quotidiennement des dossiers, mais des coups de fil, etc. Donc les agents se connaissent, et donc voilà. D'un côté, tout est à construire, c'est très stimulant, hein, mais peut-être déstabilisant, mais en tout cas, tout est à construire, on est en train de le faire, et ce sera extrêmement stimulant, je pense, pour les agents qui vont arriver à Saint-Malo. Et de l'autre côté, arriver dans une équipe existante, très polyvalente, en fait, avec des exigences de performance, hein, parce que quand on a 13 millions de plaisanciers en France, ça fait du monde quand même, donc il y a de la saisonnalité, il y a des coûts d'accélérateur, des périodes hivernales avec moins d'activité. Sur le coup, on va aider les collègues qui sont à côté, qui font les permis ou qui font d'autres choses. Donc, un peu de polyvalence pour ne pas travailler trop en tuyau d'orgue. Et donc, des équipes existantes. Comme l'a dit Madame Terrier, des programmes de formation également, de toute façon qui seront communes pour certaines d'entre elles aux agents des douanes et aux agents des affaires maritimes, puisque la vérité, c'est qu'on est en train de développer un nouvel outil, une nouvelle application, et il faudra nous former nous-mêmes à cette application et vous former en même temps. Donc là-dessus, tout le monde sera sur la même banc d'école. Et également pour les agents des douanes, nous avons à cœur en général de faire des formations, ce qu'on appelle de maritimisation. Donc c'est de l'acculturation à notre univers maritime qui est un peu cousin du vôtre en douane, mais un peu différent également. On n'a pas les mêmes rapports aux usagers que ceux que les douanes peuvent avoir. Et donc, ce sont des formations qui se tiennent en général au Havre, où les nouveaux agents arrivant en affaires maritimes passent quelques jours, voire même, ça peut aller, je crois, jusqu'à 2 semaines de formation d'acculturation au maritime. Voilà. Ça ne se fait pas avant de prendre le poste, ça se fait en formation continue dans le cadre, dans le cadre du poste normal. Je crois que nous avons une question. Ah, une question, oui, évidemment. Il y a une question. Y aura-t-il des postes de catégorie A à la dame? Alors oui, il y a des postes de catégorie A à la dame, enfin à la dame à Saint-Malo en tout cas, puisque nous ouvrons 4 postes de catégorie A au guichet unique de Saint-Malo, le poste de chef de bureau qui est en cours de publication, les 2 postes d'adjoint chef de bureau qui sont, j'allais dire, aux enchères, hein, puisqu'ils vous ont été déjà transmis, et le poste donc d'adjoint à l'adjoint chef de bureau prospective dédié à la prospective justement dans le pôle B du guichet unique. Donc 4 postes A à la direction des affaires maritimes, au GUFIP de la direction des affaires maritimes. Voilà.
Donc en administration centrale, hein, avec ce principe. Donc voilà, on a tenu à vous présenter ces deux volets avec ces postes qui vous sont offerts, qui sont ouverts, pardon, de proximité dans les directions départementales des territoires et de la mer et globalement de mémoire, vous les avez vus, hein, vous en avez dans le Var, vous en avez à Sète, vous en avez à Arcachon, il y en a à La Rochelle, il y en a également au Sable d'Olonne, il y en a deux à Lorient, je parle de mémoire, il y en a un à Brest, il y en a un à Saint-Brieuc, il y en a un à Cherbourg. Voilà, ce sont les postes entiers qui ont été ouverts. Sinon, après, on a des postes partiels ouverts dans chaque département pour venir compenser la surcharge, le complément de travail généré par cette réforme, mais qui, dans certains départements, ne permet pas un poste entier. Voilà. De toute façon, on n'aurait pas pu ouvrir des postes entiers partout. Voilà pour ces éléments. Si je crois vous avoir présenté donc le cadre général de la réforme, le guichet unique fiscalité plaisance, la direction départementale des territoires et de la mer, avec un principe, hein, donc on vous a présenté tout le bouquet de métiers qui existe dans une DDTM. Les agents peuvent y candidater, on peut changer de métier dans ces directions départementales des territoires et de la mer, étant considéré que des mutations dans notre ministère sont un petit peu différentes, notamment des DTM, que celles que vous pouvez par exemple concevoir en douane. Ce ne sont pas des droits à mutation avec un système de points, hein, ce sont des postes qui sont ouverts et qui ensuite donnent lieu à des candidatures et le chef de service créant le poste ou renouvelant le poste, parmi les candidatures, choisit le profil qui lui semble le plus approprié au poste qui est ouvert. Alors effectivement, on peut passer d'ailleurs de la biodiversité à la plaisance, hein, sans aucun problème. On peut passer de la plaisance à la pêche maritime. On peut aussi passer, par exemple, de la plaisance à la police de l'environnement ou à l'urbanisme. Si, bon, ben voilà, après, ça dépend du poste qui est ouvert, des compétences qu'on peut mettre en valeur pour être le meilleur à postuler sur un autre poste. Mais une variété de postes dans ces directions départementales qui est importante et qui permettent de construire, en tout cas, de se construire progressivement un profil de carrière qui peut aller d'une mission à une autre. Les gens ne sont pas enfermés, en fait, ni aux affaires maritimes, ni dans la plaisance, ni dans la pêche maritime, et ils sont tout à fait mobiles, et d'ailleurs, c'est ce qu'on observe au quotidien. Le second volet de cette porte ouverte visait à vous présenter peut-être le pôle ministériel plus largement. Oui, alors côté secrétariat général du ministère, effectivement, nous avons prévu un petit support de présentation. Merci, Monsieur Nicolas. Je voudrais préciser que n'hésitez pas à poser des questions sur le fil de conversation de manière à ce que notre webinaire soit le plus interactif possible. Et donc là, on va donc faire un partage. On est là pour ça, oui, bien sûr, hein, évidemment. On répond à toutes les questions. En profitez. Et je pense que c'est Madame Bismuth qui peut faire le partage d'écran avec le support qu'on a envoyé, je crois. C'est ce qui s'est passé, je crois, tout à l'heure pour la présentation de Madame Terrier. Donc, Est-ce que vous parlez de la vidéo? Non. Du support PowerPoint. Parce que désolée, j'ai pas le bouton partage d'écran. Je veux bien le faire moi-même, mais je ne l'ai pas. Je crois que tu l'as envoyé ce matin, Isabelle. Oui. Ah. Alors, c'est pas ce support. C'est toujours pas celui-ci? Non. Alors, on l'a envoyé ce matin. En fait, j'ai reçu les deux fichiers. Il a été envoyé à Monsieur Gonzalez, en fait. Ah, il faut qu'on vous le renvoie. S'il vous plaît. Oui, je le transfère, excusez-nous. Excusez-nous.
Est-ce que dans ce laps de temps, nous avons d'autres questions peut-être sur les présentations très complètes qui nous ont été faites par nos collègues des affaires maritimes? Que je peux témoigner peut-être en attendant, c'est que on a reçu notamment un certain nombre de candidatures pour le GUFIP et sans flatterie, nous avons été nous avons eu des échanges, je pense que certains d'entre eux sont peut-être connectés là aujourd'hui, en tout cas que nous avons trouvé très agréables, très constructifs, et avec des pools de compétences extrêmement appréciables et que nous avons beaucoup appréciés en réalité. Et nous sommes vraiment tous convaincus de la complémentarité de nos profils affaires maritimes et douanes pour conduire cette réforme. Il n'y a pas de compétition entre les corps, hein. On est vraiment dans une logique d'accueil, de bienveillance et de faire tous ensemble aboutir cette réforme du mieux que nous pouvons. Et donc, nous avons une politique d'accueil et de bienveillance vis-à-vis de nos collègues arrivant de la Direction générale des douanes dans nos services. Merci, Monsieur Nicolas. On a une question. Effectivement, on voit que notre support, ça y est, s'affiche à l'écran. Et une question, est-ce qu'il y a des relations entre la DDTM et les autres administrations partenaires étrangères, UE ou non UE? Je ne sais pas si, en général, assez peu. En réalité, les autres administrations étrangères, une direction départementale est effectivement à la main du préfet de département. Les relations avec des autorités étrangères, finalement assez peu, oui, faut le reconnaître. Sauf lorsqu'il y a des radiations, mais en général, non, on n'a pas de point de contact en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie ou autre. On n'a pas de mission qui nous amène à avoir des points de contact dans les administrations étrangères. Alors peut-être que dans le Var, dans l'administration de la Grande Plaisance, avec l'Italie, etc., mais encore assez peu. Hein, Pardon, on a une autre question complémentaire sur les conséquences éventuelles du Brexit sur les missions en DDTM. Est-ce qu'il y en a? Non, très peu de conséquences puisque bon, ce n'est pas l'administration en charge du Brexit, hein, donc en tout cas, il y a des conséquences importantes pour la pêche. Et donc on a des services en charge de la pêche sont sur le qui-vive puisque il y a des conséquences sur les droits de pêche en Grande-Bretagne, etc. Alors, en plaisance, non, extrêmement peu, si ce n'est que comme vous également actuellement en douane, l'immatriculation d'un navire de plaisance auparavant immatriculé en Grande-Bretagne et voulant prendre le pavillon français, les normes de conception ne sont plus reconnues en réalité. Donc c'est la Grande-Bretagne et devient un pays extra-communautaire et donc un navire arrivant de pavillon britannique, c'est comme s'il arrivait du pavillon Togo par exemple, il est traité de la même manière qu'un navire extra-communautaire et non pas comme un navire communautaire comme l'Italie avec une reconnaissance automatique et présumée de la qualité des exigences techniques de conception du navire. Voilà. Mais très peu de conséquences. Oui. Une question sur le nombre d'agents au total qui seront affectés dans les missions des DTM. Combien de postes vous proposez? J'ai 17 fiches de poste. Hein. Oui, attendez, alors pour ça, il faut que je reprenne mes fichiers. Oui, une petite vingtaine. Je crois qu'il y a encore parmi les candidatures reçues, il reste tout à fait des postes à pourvoir, donc il ne faut pas hésiter à candidater. Hein, c'est largement ouvert. Oui, pardon. Et effectivement, on a un peu plus de 25 postes qui sont ouverts sur les missions d'enregistrement des navires. Mais par exemple, voyez-vous, dans certains départements, par exemple à Nantes, hein, dans le 44, c'est 0,7 postes. Dans certains départements, c'est 0,2 dans le Nord, notamment où il y a peu de plaisance ou peu d'activité d'administration du navire. Je dois également préciser que ces postes sont également ouverts dans des zones qui sont hors périmètre de restructuration. Je pense notamment à l'outre-mer, dans certaines collectivités d'outre-mer où nous allons devoir ouvrir des postes, mais là on est hors périmètre. Donc l'ensemble des postes représente 28 postes, mais ça couvre la métropole, les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer et parfois dans des zones qui sont hors périmètre de restructuration.
Une précision sur les postes, ceux qui ne sont actuellement pas encore pourvus vont être publiés sur la PEP, la place de l'emploi public. Donc elles sont disponibles aussi pour les services qui ne sont pas restructurés, qui seraient intéressés. Gardant une priorité pour les personnes. Avec une priorité bien sûr pour les personnes sur les services restructurés. Et la dernière petite question avant de passer au pôle ministériel, est-ce que le dispositif prévu au niveau des DDTM pour l'immatriculation et la francisation conduira à saisir une seule demande sur le portail DAM? J'espère avoir bien compris la question, mais effectivement, il y aura effectivement une seule. Le navire ne sera enregistré qu'une seule fois, effectivement. Et cet enregistrement vaudra à la fois immatriculation et francisation. Donc, il n'y a pas deux décisions qui sont prises, il y a une décision d'enregistrement du navire, et un navire enregistré sera présumé à la fois immatriculé et francisé. Voilà, et donc, effectivement, il y aura l'enregistrement du navire sur le seul fichier DAM, effectivement, puisque DANI n'a pas vocation, je parle sous contrôle de nos collègues des douanes, à survivre au-delà du 1er janvier 2022. C'est la raison pour laquelle nous conduisons d'importants et d'intenses travaux de rapprochement de données entre DANI et Affaires Maritimes pour qu'on ne perde pas de la donnée, et y compris d'importants travaux, vous le savez, pour ceux qui sont en douane, de numérisation des données qui ne seraient pas dans DANI. Il y en a un certain nombre et qui sont sous format papier, sur lesquels il y a un travail de récupération de ces données, puisqu'aujourd'hui, vous l'avez noté, en DDTM, ce qui est important, c'est la dématérialisation des procédures et des démarches. Et la plupart de nos démarches aujourd'hui sont numériques. On traite plus de papier, on traite des octets. Voilà. Pour mémoire, pour que ce soit tout à fait transparent, le portail Démarche Plaisance aujourd'hui enregistre entre 1000 et 2000 mutations de propriété en ligne par mois, en période entre le mois de mai et le mois de septembre. Donc en fait, ce sont autant de démarches qui ne passent plus en guichet, puisque lorsque une mutation de propriété est passée en ligne sur le portail Démarche Plaisance, il n'y a même plus l'intervention d'un agent, puisque exactement comme vos voitures, messieurs, dames, aujourd'hui, vous n'allez plus en préfecture, c'est quelque chose qui est fait de manière automatique. Donc, c'est plus que du téléservice, c'est du smart service, c'est-à-dire que l'ordinateur, en tout cas l'application, gère elle-même la procédure. Voilà. Donc, ce sont autant de démarches qui ne passent plus en guichet, qui permettent au guichet de faire de la valeur ajoutée, comme l'a dit Madame Terrier, vis-à-vis des professionnels, vis-à-vis des cas à problème, qui, eux, ne sont pas forcément numérisables. Merci. Je vais maintenant vous présenter le pôle ministériel dans sa globalité. Est-ce que vous pouvez avancer le PowerPoint à la page 4, s'il vous plaît? Voilà, merci. Donc, le pôle ministériel regroupe 3 ministères de plein exercice, la transition écologique avec comme ministre Barbara Pompili, la cohésion des territoires et les relations avec les collectivités territoriales avec Jacqueline Gouraud comme ministre, et la ministre de la Mer, Annick Girardin, le ministère de la Mer comptant actuellement 2600 agents. Donc sur la totalité, nous avons 37 600 agents, avec 4000 personnes en administration centrale, donc plutôt localisées à la Défense, dans la Grande Arche et dans la Tour Séquoia, et sur l'hôtel de Roquelaure, avenue de Saint-Germain, se trouvent les ministres et le cabinet. Nous avons 32 500 agents en service déconcentré et 1000 dans nos écoles. Et parallèlement, nous comptons aussi 25 000 agents dans les établissements publics, qui sont aussi bien Météo France, l'IGN, le Conservatoire du Littoral, voilà, très variés. Ces chiffres datent de 2020. Voilà, et on compte 42% de femmes et 58% d'hommes, et nous avons des actions pour une parité homme-femme dans la mesure du possible. Ça dépend aussi un petit peu des emplois. On peut passer à la suite, s'il vous plaît. Voilà, donc l'administration centrale, donc ça c'est pour la partie BUFIP, qui sera rattachée donc à la direction des affaires maritimes. On compte 6 directions générales qui sont thématiques, donc l'aviation civile, les infrastructures, les transports et la mer, qui sont rattachés à la direction des affaires maritimes, la direction générale de la prévention des risques, celle de l'énergie et du climat, l'aménagement, le logement et la nature, qui a notamment toute la partie biodiversité, mer et littoral,
pour le côté environnemental, et la Direction générale des collectivités locales. Au niveau de l'administration, nous comptons un secrétariat général, donc les structures transversales, un commissariat général au développement durable et le conseil général de l'environnement et du développement durable qui sont nos inspecteurs et chargés de mission pour les enquêtes. 3 délégations, une mer et littoral, une forêt et bois et une délégation à l'hébergement et à l'accès au logement. Je peux passer à la suivante, s'il vous plaît. Alors, les services déconcentrés sur tout le territoire, donc il y a 32 500 agents. On a de la carte de France, mais il y a aussi la Corse et l'Outre-mer, qu'il ne faut pas oublier, qui n'ont pas été matérialisés. Au niveau départemental, donc les DDTM, dont vient de parler Xavier Nicolas, qui vous ont été présentés et qui vous concernent si vous êtes intéressé par ces postes. Donc les DDT qui sont sur les secteurs intérieurs au territoire, les DDTM en façade maritime. Nous avons 11 DIR qui a direction interdépartementale des routes, réparties sur le territoire français. Au niveau régional, 12 DREAL, direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, et 4 DIRM, direction interrégionale de la mer, qui sont réparties sur les façades Atlantique et Méditerranée. Pour l'Île-de-France, je vous ai cité pour mémoire les 2 organismes, les 2 services qui sont un petit peu particuliers puisqu'ils assurent à la fois des missions régionales et interdépartementales. L'un pour l'environnement, l'aménagement et le transport et l'autre plus spécialisé sur l'hébergement et le logement en Île-de-France. Voilà. Alors, les politiques publiques qui sont au cœur des préoccupations de notre société. Alors, les transitions énergie et bas carbone, avec notamment des chèques énergie, dont vous pouvez peut-être entendre parler actuellement, MaPrimeRénov' pour encourager les résidents à rénover les bâtiments, et en transition énergétique, l'installation de nouveaux parcs éoliens. Le climat, avec la Convention citoyenne sur le climat qui a été menée, une mise en place en 2020 d'un nouvel indice de suivi de qualité de l'air, et aussi pour la partie maritime, un suivi par drone des émissions des navires pour mieux les contrôler. En matière d'économie circulaire, de gestion des déchets, une sortie du plastique jetable, la fin de l'obsolescence programmée, les lois anti-gaspillage et le recyclage des déchets. Sur la partie mobilité et territoire, la création en 2020 de 35 zones à faible émission, des primes à la conversion des véhicules, des coups de pouce vélo et l'installation de 40 000 bornes rechargeables pour les véhicules électriques. Et en matière de biodiversité, évidemment, toutes les opérations qui sont menées, aussi bien pour les aires marines protégées, la création de nouveaux parcs naturels, notamment le parc des forêts en Bourgogne, la protection des cétacés, l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques, etc. Si vous voulez en connaître un petit peu plus, on vous a indiqué le lien qui mène sur le site du ministère, donc Écologie, Politique Publique. Voilà, donc toutes ces politiques sont menées par des agents. Donc on a des métiers variés qui sont au service à la fois du quotidien. Je propose le petit film, une petite vidéo pour mieux voir en images la diversité des profils et des missions. Juste pas le son. Sympa.
Merci. Voilà, c'est des mobilités qui sont possibles au sein du ministère. On a des parcours qui sont variés, qui vont vous être présentés dans la partie accompagnement RH du transfert. Voilà, si on peut passer à la slide suivante, et je passe la parole à Anne Arlet. Alors, c'est Céline. Oui, pardon, Céline Renoir. C'est pas grave. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions qui sont remontées là sur la présentation qu'Isabelle vient de vous faire. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc, en fait, au travers de ces différentes images, donc des exposés qui vous ont été présentés par M. Le Gall, Mme Terrier et par Isabelle, j'espère qu'on a réussi à vous faire appréhender la diversité de notre pôle ministériel qui se conjugue au pluriel avec des métiers très variés. Mais bon, là, c'est vrai que l'échange qui nous réunit aujourd'hui, donc c'est pour parler en fait du transfert donc de la fiscalité de plaisance, donc des services de la douane vers le pôle ministériel. Donc le ministère a une culture d'accueil. Et là, on est dans une opération donc que vous avez pu, je l'espère, appréhender. Là, on est dans un processus un peu l'instructrice enregistrement. Plus ma vidéo, mais c'est pas grave. Donc là, on est dans un process de transfert et à ce titre, il s'accompagne de plusieurs garanties qui vous sont proposées, garanties qui ont été évoquées au début de cet échange par Monsieur Le Gall et qui se sont concrétisées donc par la signature d'un document cadre entre nos deux ministères, donc ministère d'origine, la DGTDI, et donc et ministère d'accueil. Donc c'est une opération particulière. Et donc voilà, vous avez différents dispositifs d'accompagnement qui vous sont proposés dans ce cadre. Alors, je ne vais pas être non plus m'appesantir sur la totalité d'entre eux, mais de manière synthétique. Donc, la prime de restructuration de service, c'est un dispositif financier auquel vous pouvez prétendre à compter du moment où il y a une mobilité géographique induite par le transfert de mission. Comme l'indiquait Monsieur Nicolas tout à l'heure, c'est vrai que une partie des missions transférées seront regroupées au sein d'un service unique à Saint-Malo. Donc, dans le cadre, si et c'est ce que nous espérons, vous souhaitiez rejoindre ce service ou ce DDTM, voilà, vous pourriez prétendre, si un changement de résidence administratif, à des dispositifs d'accompagnement dont le montant varie selon l'allongement géographique et également si ça induit à un changement de résidence familiale. Également, l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint. Comme son nom l'indique, si votre conjoint était conduit à devoir cesser son activité professionnelle suite à un déplacement, à votre changement de fonction, il pourrait prétendre à ce versement. Alors, l'indemnité de départ volontaire, je ne vais pas m'appesantir parce que c'est une indemnité qui vous est offerte si vous démissionnez. Et comme notre but, c'est que vous rejoigniez les services de la direction des affaires maritimes, elle est ouverte. Mais notre objectif, c'est que le plus d'agents, et j'espère qu'on vous en a donné envie déjà au travers des différentes présentations, rejoignez les services du ministère de la Mer. Alors, le complément indemnitaire d'accompagnement, donc en fait, dans le cadre de l'opération de transfert, vous sera proposé de rejoindre le ministère donc, de la mer au travers d'un détachement ou d'une intégration directe dans les corps gérés par le ministère de la Transition écologique. Donc, de manière, je ne sais pas si l'information vous a déjà été communiquée. Donc, les corps d'accueil qui vous sont proposés au sein de notre ministère, ce sont des corps à statut interministériel ou ministériel. De manière schématique, donc pour les agents de catégorie C, l'accueil s'effectuera dans le corps des adjoints administratifs des administrations de l'État. S'agissant des agents de catégorie B, dans le corps des secrétaires administratifs du contrôle et du développement durable, et pour les agents de catégorie A, dans le corps des attachés de l'administration de l'État. Donc, si jamais cet accueil en détachement ou en intégration directe
conduisait à un montant de rémunération moindre à celui que vous percevez actuellement. Donc, le complément indemnitaire d'accompagnement permettra donc un maintien de la rémunération qui vous est actuellement versée. Enfin, il y a un calcul qui s'opère en comparant les deux éléments de rémunération. Et à ce titre, je ne peux que vous inviter donc à faire remonter des demandes de fiches financières pour pouvoir avoir une idée des montants qui vous seront proposés. Mais je réitère mon propos. Non, pour les douanes, je me permets d'intervenir puisqu'effectivement, pour l'ensemble de ces dispositifs, ils ont été présentés normalement aux agents dans des cellules d'accompagnement locales que nous avons mis en place pour que chacun puisse avoir un entretien individuel avec son référent restructuration pour évoquer ces sujets-là. Donc effectivement, ils auront et on leur bien sûr, on leur précise qu'ils peuvent demander des fiches financières, puisque l'ensemble de ce dispositif est financé bien sûr par la douane, puisque c'est nous qui portons l'accompagnement de ces agents qui partent vers une autre administration. Donc c'est pris en charge par l'administration des douanes. Et ces éléments, voilà, les fiches financières sont faites conjointement avec la dame et le bureau RH. C'était juste pour apporter ces précisions-là, parce que certains collègues ont déjà eu des entretiens avec leurs cellules, peut-être pas tous, mais la plupart ont normalement eu un entretien individualisé où ils ont pu faire part de leurs attentes et on a pu commencer à leur apporter des précisions sur ces sujets-là. Merci Monsieur Legal pour cette précision. Donc voilà, tout ce que j'ai donc pu vous indiquer, vous en aviez donc déjà eu connaissance, mais voilà, comme je l'indiquais, c'est vrai que l'intervention de Monsieur Legal le confirme bien, c'est un dispositif qui est traité de manière conjointe par nos deux services ministériels et donc on y est attentif de part et d'autre. Donc je ne vais pas, enfin voilà, apparemment il y a une question. Oui, donc il y a une question. Une personne très intéressée par la création du nouveau service GUFIP, mais qui ne fait pas partie des agents restructurés et qui demande, elle n'est donc pas prioritaire, et qu'est-ce qui est prévu dans ce cas comme complément indemnitaire d'accompagnement? Je voulais que je réponde. Ce n'est pas prévu. Malheureusement, effectivement, pour le complément indemnitaire est vraiment fait pour les personnes qui sont dans le périmètre de la restructuration. Donc, il y a deux conditions, effectivement, à être dans un service qui, en douane, est repris dans l'arrêté du 16 juin 2020 modifié. Donc, c'est l'arrêté qui liste l'ensemble des structures qui, au titre du transfert du DFN et des 3 TIC pour les autres réorganisations, mais qui sera régulièrement mise à jour au fur et à mesure des transferts de missions. Donc, les services sont nommément identifiés. Donc, il faut déjà être dans ces services-là, donc services restructurés, pour pouvoir bénéficier de l'ensemble des dispositifs qui sont présentés ici. Donc, un agent qui choisirait, puisque c'est possible effectivement de le faire sur la base du volontariat, de rejoindre le GUFIP, parce qu'on connaît cette réglementation de par son parcours professionnel, mais qu'on n'est pas actuellement dans un service concerné, on peut le faire, mais on ne bénéficie pas de l'ensemble de ces dispositifs-là. C'est important de le préciser pour les collègues qui souhaiteraient le faire. Oui, je pense que c'est important. Effectivement, le GUFIP peut recevoir des agents restructurés et non restructurés. Effectivement, le bénéfice de l'accord cadre ne s'applique qu'aux agents qui sont restructurés. Néanmoins, c'est vrai que j'expliquais tout à l'heure que la localisation du GUFIP à Saint-Malo a été choisie par la ministre en fonction d'un certain nombre de critères. Effectivement de plateau immobilier, critères de proximité du service informatique. Et je vais être totalement transparent également avec vous, un critère d'attractivité territoriale. Nous savons également, et est réel, nous savons que Saint-Malo est naturellement attractif, c'est un territoire qui fait l'objet de nombreuses demandes et qui est également attractif pour de nombreux agents des douanes, comme des affaires maritimes d'ailleurs, et donc nous avons également choisi d'implanter le service dans un site qui normalement peut générer une plus-value pour les agents des douanes comme des affaires maritimes qui pourraient y venir en termes de qualité de vie personnelle et peut-être pas en termes de fiches de traitement, on va dire, si pour ceux d'entre eux qui ne seraient pas en situation de restructuration. Mais il y a bien deux volets, un volet professionnel, un volet de vie personnelle et que nous avons pris en compte dès le départ. Et donc les postes les postes actuellement sont proposés donc aux agents prioritairement aux agents dans les services restructurés de la Direction générale des douanes, mais comme l'indiquait Isabelle Edwein tout à l'heure, les postes qui demeureront vacants
s'il y en a, seront ouverts via la place de l'emploi public. Donc, il sera toute latitude aux agents des douanes ou d'autres ministères de candidater également et de les rejoindre par ce biais en regardant les postes proposés. Tous les postes du ministère de la Mer et également du pôle ministériel sont accessibles via cet outil. Je fais la pub en passant. Donc voilà, donc sur l'accompagnement RH, donc je n'ai pas forcément d'éléments complémentaires à ajouter. Donc est-ce qu'il vous est possible de passer à la diapo suivante? Hop là. Donc non, un peu avant. Je vous en remercie. Donc, sur l'accompagnement, donc il y a également, donc à partir du moment où vous rejoindrez donc le collectif de travail de notre pôle ministériel, donc vous bénéficierez de l'action sociale qui est proposée, qui est ouverte à l'ensemble des agents, de nos agents actuellement. Donc, je vais pas non plus vous faire la lecture de toutes les informations qui figurent sur la diapositive, mais nous avons des prestations individuelles, collectives, donc assez classiques, j'imagine, l'arbre de Noël. Voilà, je vais pas. Après, il y a les prestations des partenaires associatifs. Donc, il y a les colonies de vacances qui sont gérées par le comité de gestion des centres de vacances. Vous avez les prêts à taux zéro, les actions proposées par l'association sportive et culturelle d'entraide, donc la SCE. Donc voilà, il y a tout un panel qui vous sera offert. Et de toute façon, je vous inviterai dans ces cas-là à vous renseigner directement auprès des relais locaux pour disposer de plus amples informations. Mais voilà, donc vous pourrez bénéficier d'un panel relativement large. Est-ce que vous avez des questions complémentaires? Je vais peut-être apporter une précision, Madame Renoir, sur la question d'avant, quand même, le GUFIP et l'accès au GUFIP et de personnel qui, si vous permettez, qui ne sont certes pas prioritaires, mais pas restructurés. Mais ne pas être prioritaire, ça n'est pas un refus d'accès. En tout cas, on est parfaitement accueillant vis-à-vis de personnels qui ne sont pas prioritaires. Ce que je voulais préciser, c'est que le GUFIP fait partie de la direction des affaires maritimes et de l'administration centrale. C'est-à-dire que, par conséquent, il bénéficie d'un certain nombre de primes d'administration centrale qui viennent atténuer quelque part la différence de traitement qu'il peut y avoir entre un agent des douanes et un agent des affaires maritimes qui serait en situation territoriale en DDTM. Et donc, cela vient amortir un petit peu ce différentiel le cas échéant. Et donc, si vous êtes intéressé au GUFIP, n'hésitez pas à demander une fiche. Là, pour le coup, et que vous n'êtes pas en situation de restructuration, vraiment demander une fiche financière et qui vous permettra de prendre votre décision de manière tout à fait éclairée. Et nous serons très heureux de vous recevoir. C'est tout. Donc la planche suivante, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Donc Anne Harlet, au secrétariat général du MTE. Je complète cette présentation rapidement et Monsieur Nicolas l'a abondamment évoqué sur les sujets de formation et de parcours. Et pour vous présenter rapidement quelques éléments de la politique ressources humaines du ministère, avec une politique en matière de formation qui est très dynamique et au service du développement des compétences métiers des agents. Donc, Monsieur Nicolas l'a évoqué dans sa présentation sur le parcours d'intégration et de formation qui sera proposé aux agents qui rejoindront les services. Et donc, cette offre de formation et ces conditions d'intégration seront organisées aussi bien en lien avec l'ENSAM, mais pourront l'être aussi avec ce qu'on appelle le CMVRH, qui est le Centre ministériel de valorisation des ressources humaines et qui dispose d'antennes dans 10 interrégions sur notre territoire et qui propose au personnel des dispositifs de formation métier, dispositifs aussi de formation transversale, de développement de compétences transversales dont évidemment on a toujours besoin, quel que soit le métier qui est occupé.
Et ce CMVRH dispose également et met à disposition des agents son réseau de conseil à l'agent, en particulier avec des conseillers mobilité carrière qui peuvent aider à construire un projet professionnel. Alors, il nous semblait important de vous apporter ces précisions, non pas que nous souhaitions, dès que vous arriverez sur les postes, vous en voir partir, mais pour vous indiquer quelle est notre politique globale, politique qui est vraiment au service de parcours professionnels diversifiés. Ça vous a aussi été indiqué avec une politique de valorisation de cette diversification des parcours. Donc, on n'est plus dans ce qui a pu exister il y a plusieurs années, la valorisation des parcours ascendants en prise de responsabilité, mais également la valorisation de parcours variés au sens d'une mobilité fonctionnelle, c'est-à-dire changement de type de poste, au sens de mobilité structurelle, c'est-à-dire au sens de changement de type d'administration dans lesquelles on travaille ou de type de service, entre services déconcentrés, administration centrale, établissement public, ou bien en termes de mobilité sectorielle, donc en changeant de domaine d'activité et en particulier de politique publique, puisque vous l'avez vu, le ministère, enfin les 3 pôles ministériels portent un volet très large de politique publique et les passerelles de mobilité existent. Et quand je parle de valorisation, il s'agit aussi de reconnaître ces parcours dans le cadre de notre politique de parcours de carrière, et donc de reconnaître aussi cette diversification des parcours dans le cadre des promotions. Donc, ça nous semblait important de vous présenter ces aspects-là, puisque si vous nous rejoignez et que vous restez chez nous dans le cadre d'une intégration à venir, ce sont les éléments importants à savoir pour pouvoir construire une carrière dynamique et ascendante sur le plan statutaire. Voilà, on a indiqué dans cette petite planche un petit zoom sur les formations au métier maritime, et Monsieur Nicolas, vous en avez déjà parlé. Peut-être que vous souhaitez apporter un petit complément à la lumière des éléments que je viens de détailler sur notre politique RH. Voilà, en tout cas, évidemment, en intégrant le pôle ministériel, les pôles ministériels, les services déconcentrés, ou bien le GUFIP, qui est un service d'administration centrale, vous devenez évidemment un agent du ministère et vous pouvez bénéficier de l'ensemble de ces dispositifs qui permettent de dérouler des carrières extrêmement intéressantes au sein des ministères. Je crois qu'on en a fini sur notre présentation. Peut-être comme Madame Harley, comme vous m'y avez invité, sur le dispositif formation, on a 3 types en fait de sites. Hein. L'ENSAM, donc notre école nationale maritime quelque part, qui vient d'aménager dans les locaux modernes du Havre. Nous avons également les formations du CMVRH, et l'ENSAM, des formations d'ENSAM se font soit au Havre, soit en délocalisé en région, hein, notamment lorsque nous avons des formations massives, notamment dans les DDTM sur les comment s'appelle l'usage, ou en tout cas la familiarisation de nouvelles applications informatiques. Nous allons les faire en région, c'est-à-dire en PACA, Roussillon, Nouvelle-Aquitaine, etc. Plutôt que pour nous plus facile de déplacer 2 formateurs que de déplacer des douzaines de stagiaires. Donc voilà, on a ces 3 modalités de formation, et certaines d'ailleurs formations peuvent être également en téléformation, mais ça je ne vous l'apprends pas, je pense que c'est exactement pareil également en douane. Donc au CMVRH, à l'ENSAM au Havre, ou des formations qui sont délocalisées en région au plus près des agents. Voilà. Merci Monsieur Nicolas. Il y a une question sur Isabelle peut-être. Une question sur l'accompagnement. Disposez-vous de logements temporaires facilement accessibles? Alors, le ministère dispose d'un contingent de logements, mais en Île-de-France. Il ne nous semble pas qu'il en existe en région.
Mais bon, nous prenons ce point, on peut le vérifier et puis peut-être vous le retransmettre par l'intermédiaire de vos services. Mais a priori, c'est plutôt non. Alors, par contre, j'ai une petite précision, Nicolas Legal de la douane. Dans le cas du protocole que nous sommes en train de négocier avec les représentants du personnel en douane, il est prévu de mobiliser notre parc de logements, la masse des douanes et tout le dispositif pour accompagner les agents. Donc, bien sûr, dans le cadre de la restructuration, ce n'est pas ouvert forcément à ceux qui rejoindront sur la base du volontariat, mais on essaie de mobiliser également de notre côté notre parc de logements pour faciliter les opérations de reclassement des agents au plus près de leur nouvelle affectation. C'était pour préciser que ça fait partie, en tout cas, nous, de notre approche aussi de mettre à disposition notre parc, même si c'est sur des postes qui sont hors du périmètre douanier, dans le cadre spécifique de ces accompagnements du transfert d'émissions fiscales. Merci pour cette précision. D'accord. Il restait juste une petite planche, mais que j'ai largement déflorée sur le volet mobilité, évolution professionnelle et perspectives de carrière. En fait, notre dispositif de mobilité, notre politique de mobilité est basée sur des recrutements sur profil, c'est-à-dire que nous publions les postes qui sont ouverts à la mobilité. Et donc, sur la base d'une fiche de poste, les agents intéressés candidatent. Donc, on est vraiment sur une logique de recrutement sur profil et donc les candidatures se font sur poste. Donc, les cycles de mobilité du ministère, donc on est sur une logique où on a une mobilité au fil de l'eau, c'est-à-dire que les postes apparaissent tous les 15 jours, enfin en tout cas sont actualisés tous les 15 jours. Il y a une campagne de mobilité qui a lieu au printemps pour des affectations au 1er septembre. Donc voilà sur la structure de notre mobilité et l'esprit avec lequel donc s'accompagnent les mobilités est bien de vraiment permettre d'évoluer sur les postes dans le cadre de la construction d'un parcours professionnel avec notamment l'appui des conseillers mobilité carrière dont je parlais à l'instant. Et en termes d'évolution et de perspective de carrière, je le disais, les critères de promotion sont, pour ce qui concerne au-delà de la valeur professionnelle des agents, tiennent compte de la variété des environnements professionnels dans lesquels les agents ont exercé leur mission et la variété des mobilités fonctionnelles, structurelles ou sectorielles. Oui, je me permettrais juste d'ajouter, c'est aussi bien valable pour les A que pour les B. En fait, on a beaucoup de possibilités d'évolution. Je suis moi-même passée à l'économie du transport, au développement durable, à la recherche et aujourd'hui, je m'installe au RH. Voilà, donc vous voyez, on peut vraiment évoluer au ministère et c'est pareil pour les postes de B largement. On a vraiment des diversités ouvertes qui sont très, très intéressantes. Et également catégorisé. Voilà, aussi catégorisé, oui. C'est parce que là, on a principalement des postes de B. J'avais une question sur le régime du télétravail au sein des DDTM. Je ne sais pas si Xavier Nicolas, parce que c'est en train de se définir en fait. Hein. On est en cours sur ce processus. Voilà, je crois que c'est en train de, effectivement, c'est en train de se définir. Je crois, enfin, je laisserai peut-être Madame Marley. Ou en tout cas le secrétaire général s'exprimer sur la politique générale du ministère en termes de télétravail, mais elle est plutôt assez favorable, en tout cas, ou assez incitative. Le télétravail, c'est un télétravail aujourd'hui qui passe en mode en tout cas dans nos services, en mode de télétravail choisi, c'est-à-dire qu'il doit être choisi à la fois par le collaborateur, mais également par sa hiérarchie. On a eu un certain équilibre, mais de nombreux postes sont télétravaillables et je crois que Madame Terrier, si elle est toujours connecté, indiquait tout à l'heure que certains postes étaient, en tout cas que certains agents des DDTM étaient en situation de télétravail, évidemment pas à 100%, mais les postes sont télétravaillables en général, en DDTM. Au GUFIP également, étant considéré que le GUFIP va avoir cette particularité d'être en cours de création, donc effectivement la priorité du GUFIP va être de constituer le collectif et constituer l'équipe, donc les premiers mois seront
évidemment télétravaillable, mais ce sera sans doute pas le mode le plus approprié de fonctionnement, puisqu'il faudra d'abord commencer à se connaître et constituer l'équipage avant de repartir en télétravail. Mais évidemment, nous intégrons d'ailleurs dans le plateau immobilier la possibilité du télétravail pour les agents du GUFIP à Saint-Malo. Et d'ailleurs, systématiquement, les agents sont équipés d'ordinateurs portables leur permettant effectivement d'exercer en mobilité leurs attributions. Dans le cadre, évidemment, d'un télétravail choisi à la fois par l'agent et par sa hiérarchie, de telle sorte à ce que l'intérêt du service soit pris en compte. Voilà. Et dans mon équipe, l'équipage que je dirige à Paris, en tout cas, au sein de la direction des affaires maritimes, les agents sont régulièrement également en télétravail dans une certaine limite, hein, de 1 ou 2 jours par semaine. Voilà, mais dans le cadre de conventions que nous passons entre le chef de service et les agents, de telle sorte à ce qu'ils puissent télétravailler dans un cadre sécurisé juridiquement et dans l'intérêt du service et des agents. Voilà. Je n'ai rien à rajouter, Monsieur Nicolas, si ce n'est que le ministère promeut en effet le télétravail dans le cadre évidemment de l'accord fonction publique signé récemment, avec la recherche évidemment de l'équilibre à la fois de la préservation du collectif de travail et bien sûr de cette nouvelle modalité d'organisation du travail qui est assez plébiscitée par les agents. Et donc ce qui est important, c'est de savoir en effet que par le témoignage de Madame Terrier, ça se pratique évidemment en DDTM, et par celui de Monsieur Nicolas, que c'est quelque chose, c'est une modalité d'organisation du travail qui est bien évidemment maintenant intégrée dans le cadre de la construction du nouveau service et de son collectif. Et les outils informatiques ont été développés à cet effet d'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je dirais juste une question qui a quand même déjà été répondue, mais je voudrais que tout le monde ait bien la réponse. En fait, les agents qui souhaiteraient connaître le différentiel de traitement entre les agents des douanes et les agents de la DAM, donc des affaires maritimes, en dehors du CIA, hein, pour les services qui ne sont pas restructurés, comme l'a dit Monsieur Le Gall, adresser une demande au service DRH1, aux douanes, et nous établisserons des fiches financières, côté douane, vos services, et côté affaires maritimes chez nous. Donc vous avez tout à fait la possibilité d'avoir le différentiel en dehors du CIA sur les 2 traitements actuels. Voilà, sur simple demande auprès de vos services RH. Oui, je confirme tout à fait que c'est le process. Donc, nous avons créé la cellule d'accompagnement et de transformation, donc qui fait un peu le point d'entrée pour les agents restructurés. Mais après, nous travaillons avec le RH1, qui est celui qui peut faire les fiches financières. Voilà, même ceux qui ne sont pas restructurés peuvent, s'ils le souhaitent, s'adresser à l'adresse d'une boîte fonctionnelle pour l'accompagnement des transformations pour demander les fiches financières s'ils sont intéressés pour rejoindre le GUFIP. En termes de questions, je vais peut-être en poser une qui m'étonnait qu'elle n'ait pas été posée. Donc, je la poserai peut-être pour en lieu et place des gens qui nous écoutent. Que se passe-t-il au terme de la période de détachement? D'ailleurs, combien de temps dure-t-elle et que se passe-t-il pour l'agent au terme de cette période de détachement? En fait, donc il y a une possibilité, outre le détachement lors du transfert, les agents également il est également possible de solliciter une intégration directe dans les corps du ministère de la Transition écologique que j'évoquais tout à l'heure. Sinon, voilà, après le détachement, on reste dans le dispositif de droit commun. À l'issue de la première année de détachement, les agents peuvent demander leur intégration. Ils peuvent également souhaiter rester en détachement durant une période de 3 ans et éventuellement solliciter un renouvellement. Donc voilà, donc il y a plusieurs options qui s'offrent à eux en fonction des choix de carrière et du souhait ou non, je le suppose, de rester au sein du collectif de travail du ministère de la Mer ou, plus généralement, du pôle ministériel. Les renouvellements de détachement peuvent être demandés, c'est-à-dire que statutairement, le détachement peut être prononcé pour une durée de 5 ans, au-delà de laquelle l'administration d'accueil est obligée de proposer l'intégration, mais cette intégration n'est pas obligatoirement acceptée par l'agent.
qui peut rester en détachement pour une nouvelle période. Et je précise peut-être, Monsieur Nicolas, que nous avons prévu dans notre protocole que nous avons négocié aussi un droit au retour qui permet aux agents qui ne s'acclimateraient pas dans la nouvelle administration de demander à revenir sur un poste vacant en douane dans un délai relativement court pour leur permettre justement de revenir si vraiment ça. Ils ne pourront pas revenir sur le poste qu'ils ont occupé précédemment puisqu'il aura été transféré, mais sur un autre poste vacant qui leur sera offert pour pouvoir revenir en douane s'ils le souhaitent, tant qu'ils sont dans la situation du détachement, bien entendu. Voilà, mon propos était une question posée pour apporter le maximum d'informations aux agents qui nous écoutent. C'est important, en effet. Voilà. Bien, écoutez. Donc, si nous n'avons plus de questions, on laisse encore une petite minute à une ou deux personnes qui souhaiteraient poser une dernière question. Et puis sinon, on se... oui, Bon, bien sûr. Les fiches de poste vous ont été diffusées. Vous avez des contacts. Normalement, sur chaque fiche de poste, il y a 3 contacts, Madame Deméric, Monsieur Brou, qui nous écoute également, et moi-même. Et si vous avez des questions, nous serons heureux d'y répondre. Pour le GUFIP uniquement. Pour le GUFIP uniquement, oui, effectivement. Pour les DDTM, les contacts sont différents. Oui, tout à fait, vous avez raison, autant pour moi. N'hésitez pas également à compléter si vous avez d'autres questions qui n'auraient pas été posées par des questions aux contacts qui sont identifiés. Voilà, alors juste pour préciser également qu'il y a eu une captation de nos échanges qu'on va essayer de, peut-être on verra si on le met en ligne, pour que les agents qui n'ont pas pu peut-être participer puissent éventuellement accéder à ces informations en complément, parce qu'il y a des personnes qui étaient malheureusement, ça nous a été dit, en congé pendant la période et qui voudraient peut-être avoir accès à ce qui a été dit des présentations que nous avons eues aujourd'hui pour compléter leur information. Donc on verra si la captation permet, la qualité de la captation permet de le diffuser, on le saura assez vite. Et par contre, je voulais préciser aussi que bien sûr, la cellule d'accompagnement national, dont l'adresse de la boîte fonctionnelle est largement diffusée, permet bien sûr de recenser toutes les questions que les agents souhaiteraient poser et nous les redistribuerons en fonction des services concernés pour leur apporter la réponse la plus complète possible sur l'ensemble de leurs questionnements concernant un projet de transfert ou de départ vers les services de la DDTM ou le GUFIP. En plus de l'enregistrement, notre support est tout aussi diffusable au sein de vos services pour information. Merci beaucoup. On pourra éventuellement effectivement le mettre en ligne sur notre intranet pour compléter l'information des agents. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bien, mais écoutez, Monsieur Le Gall, on vous laisse un petit mot de clôture si vous le souhaitez. Oui, volontiers. Mais déjà, je voulais vous remercier pour la qualité des échanges que nous avons eus. Vraiment, les présentations étaient très, très complètes. Je pense qu'il y a vraiment une information très précise sur les possibilités qui sont offertes par votre ministère et des déroulements de carrière qui peuvent être offerts aux agents des douanes qui souhaiteraient rejoindre les postes qui sont offerts actuellement dans le cadre du transfert de la mission. On voit bien que ça va bien au-delà des propositions de postes qui peuvent être faits de déroulement de carrière. Donc, merci beaucoup pour ces présentations qui ont, je pense, répondu aux attentes des agents d'avoir un peu plus de visibilité sur tout ce qui peut être proposé, comment ça va fonctionner. Et puis, voilà, c'est un début de réflexion pour certains. Et donc, nous sommes à leur disposition, on vient de le dire, on l'a répété, mais pour leur apporter des réponses personnalisées, individualisées, fiches financières et un accompagnement dans le processus de transfert vers la DGFIP, vers la DAM ou la DDTM ou GUFIP, pardon. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée. Bonne Au revoir. journée. Bonne journée à tous et à bientôt. À bientôt.